si la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est l'une des puissances qui finance notamment la stabilisation de la situation au Congo, Oui. quel résultat, quel bilan faites-vous de la présence de la MONUSCO au Congo? Bon, et c'est les autorités congolaises qui me disent souvent que la MONUSCO a aidé la stabilité de la RDC dans un moment critique. C'était bien sûr les autorités congolaises eux-mêmes qui ont dû gérer le conflit et aussi qui ont dû faire des agréments, donc la Côte de Sun City, pour mettre fin à la guerre. Mais le MONUSCO a été un partenaire important pour aider cette stabilisation. Mais le pays en RDC, évidemment, c'est plus Mais vous donnez combien sur 10 à la MONUSCO pendant les 10 ans que la MONUSCO a fait au Congo? Moi, je les donnerais 8. 8 sur 10. Oui, la tâche de force de maintien de paix, c'est énormément difficile. On est sous une pression externe, on est sous une pression interne, il y a souvent des expectations très élevées et pas réalistes. Donc, je pense qu'ils ont fait le mieux. Et par exemple, pendant le conflit actuel à l'Est, ils ont été un peu critiqués, mais ils ont utilisé des hélicoptères de chasse. J'ai visité leur emplacement, les blindés, les mitrailleuses qu'ils ont mis pour protéger la ville de Goma. Je pose cette question parce qu'on me demande toujours, est-ce que les groupes armés sont plus puissants que la MONUSCO? Du point de vue purement militaire, non, ils ne sont pas plus puissants que la MONUSCO. Mais les groupes armés connaissent bien que MONUSCO ne peuvent pas les cibler comme une armée pure. Le rôle d'une force de maintien de la paix, ce n'est pas de remplacer les forces armées d'un pays, en ce cas de FARDC, c'est de les soutenir. Est-ce qu'il y a une collision ou une collaboration tacite entre les groupes armés et la MONUSCO? On a reproché à la MONUSCO d'être des connivences avec les groupes armés. Non, moi je pense que c'est absolument faux. Il y a des cas où il y a une base de MONUSCO qui est située dans un territoire qui est contrôlé par un groupe armé. Oui? Mais ils sont là pour protéger la population civile contre cette groupe. Il n'y a jamais échange d'armes, il n'y a jamais soutien indirect ou direct avec les groupes armés? Non, c'est absolument interdit pour MONUSCO de donner n'importe quoi forme d'appui logistique, d'armes politiques à une force armée. C'est plutôt leur objectif d'aider la RDC, de mettre fin à tous les groupes armés sur le territoire congolais. Monsieur l'ambassadeur, au moment où toute la communauté internationale condamne le Rwanda pour son implication à l'Est, vous y compris, vous avez commencé à retirer votre soutien au Rwanda. Pourquoi vous êtes revenu en arrière? Depuis le début de cette crise, nous avons été très clairs que nous trouvons le rapport fait par des groupes des experts sur l'appui fait par Rwanda vers la M23. Nous le trouvons crédible et très inquiétant. Nous avons insisté directement avec les Rwandais, y compris avec le président Kagame, que toute forme d'appui à M23 doit s'arrêter immédiatement. Et notre ministre pour l'Afrique a souligné ce point il y a quelques jours après le sommet à New York. Les Congolais disent l'arrogance de Paul Kagame, notamment son refus de signer, par exemple, le procès verbal du mini-sommet de New York, est dû au soutien indéfectible de la Grande-Bretagne. Il se base sur votre soutien pour ne pas obtempérer aux injonctions de la communauté internationale. Non, nous étions présents au sommet. Après le sommet, nous avons sorti une déclaration pour dire très clairement que tout appui à M23 doit s'arrêter. Oui. Donc, nous ne donnons pas aucun appui à Rwanda pour continuer ingérence dans l'Est du pays. Et est-ce que Paul Kagame ne serait pas, comme Saddam Hussein, comme celui qui est mort il n'y a pas longtemps en Afghanistan, Oussama Ben Laden, quelqu'un qui a été fabriqué, encadré par les anglo-saxons et qui vous échappe maintenant? J'ai entendu cette explication, mais je pense que c'est faux. La rébellion de Kagame contre les autorités à ce moment, exactement, était gérée par lui-même. Ce n'était pas une force d'intervention externe. Et je pense qu'en partie, les Rwandais et le président Kagame pensent qu'ils doivent être absolument de tout appui externe, de tout contrôle externe, parce que ce n'est que les Rwandais eux-mêmes qui peuvent se protéger. Il y a une question qui dit, si jamais la Grande-Bretagne ne donnait pas un support financier, notamment à Paul Kagame, il ne fera pas 3 mois
sans payer les fonctionnaires et son régime est voué à la chute ou à la fin. Et c'est pour ça que vous avez même sollicité qu'on vous laisse payer au Rwanda. Nous avons toujours été très clairs au Rwandais qu'ils doivent mettre fin à tout appui à M23. Nous donnons, comme les autres bailleurs, nous donnons un appui à la lutte contre la pauvreté en Rwanda. Et pour nous, c'est une question très difficile. Comment nous pouvons assurer une pression contre ce qui se passe dans l'Est de la RDC sans sanctionner la population pauvre de Rwanda? Ça, c'est un équilibre très difficile à trouver. Monsieur l'ambassadeur, question beaucoup plus directe. La crise de l'Est, ce n'est pas une crise d'abord économique. On dit qu'il y a beaucoup de sociétés multinationales, notamment britanniques, qui opèrent à l'Est et au lieu de payer l'État central, c'est-à-dire ici à Kinshasa, ils préfèrent avoir des groupes armés et passer par le Rwanda, l'Ouganda, pour prendre les matières premières de l'Est. Non, vous avez raison que les questions économiques sont très importantes dans la guerre. Il y a une économie de guerre, il y a ceux qui profitent de l'instabilité et de la guerre à l'est du pays. Mais ce sont des petites sociétés, des individus. Pas les multinationales? Non, pour les grandes sociétés, l'instabilité et l'insécurité, c'est une menace. J'ai parlé avec des sociétés britanniques qui sont prêtes à investir des centaines de millions de dollars, même des milliards, mais ils ont dû reculer un peu à cause de l'instabilité. Donc, pour les vraies multinationales, l'instabilité, c'est une menace. Et pour moi et pour mon gouvernement, nous exigeons un comportement impeccable de nos sociétés. Nous leur disons que c'est inacceptable de soutenir dans aucune forme l'instabilité dans l'Est du pays. Plutôt, ils doivent respecter la souveraineté de la RDC. Mais ces matières premières, Excellence, ça se retrouve sur la place boursière de Londres. Les coltans, les minéraux qui sont extraits à l'Est se retrouvent à Londres. Pourquoi vous n'interdisez pas ces minéraux sur le marché boursier, notamment en Grande-Bretagne? Ce que nous voulons faire avec les autres membres de l'Union européenne et conjointement avec les États-Unis, c'est d'assurer qu'il y ait un système qui assure que les bonnes sociétés en RDC et les creuseurs pauvres qui ont besoin de cette industrie pour la vie, qu'on peut créer une chaîne qui est contrôlée, qui est assurée, qui est libre des minéraux de sang et qui est libre des groupes armés. Et c'est ça notre objectif. Donc, un embargo absolu, ça peut aussi sanctionner les pauvres Congolais. Mais vous avez absolument raison que nous avons un devoir d'assurer que les groupes armés ne profitent pas des ressources naturelles de la RDC. Mais parce que la Grande-Bretagne est partenaire des États-Unis, quand les États-Unis condamnent le Rwanda, prend des mesures avant-gardistes, pourquoi vous ne les suivez pas souvent, les Américains? Je pense, nous avons condamné très clairement tout appui pour le M23. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une différence entre nous et les États-Unis. Qu'est-ce que vous répondez aux Congolais de la diaspora, de l'étranger, qui vous suivent là en ce moment, à Londres, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Angola, même au Rwanda, et qui disent, Monsieur l'ambassadeur, ils donnent des réponses diplomatiques, mais en réalité, ils ont une autre démarche cachée? Non, nous n'avons pas une agenda cachée. Je dirais que depuis le début de cette crise, nous avons été très clairs en public, mais même plus en privé avec les autorités rwandaises pour exprimer notre désinquiétude sur ce qui se passe. Et je pense que les Rwandais ont été très frappés par la force de nos démarches et aussi de nos collègues internationaux. Est-ce que la balkanisation vous dit quelque chose? Nous sommes absolument contre la balkanisation de la RDC. C'est absolument contre tous nos intérêts. C'est contre nos intérêts financiers parce que nous voulons que notre programme de développement, notre appui à travers MONUSCO, que nous pouvons mettre fin à ça avec la stabilité dans l'Est du pays. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent les anglo-saxons veulent absolument démembrer les Congos? J'ai entendu, mais je le nie absolument. Et je vous rassure, et je rassure tous vos auditeurs que c'est absolument pas dans nos intérêts. Nous sommes absolument contre ça. Nous sommes avec le gouvernement de la RDC pour assurer son contrôle de l'ensemble du territoire du pays. Et il n'y a pas de laboratoire quelque part, comme ça s'est passé au Sud-Soudan, comme ça s'est passé en Érythrée? Des gens qui disent le Congo c'est trop grand, c'est trop riche, vaut mieux avoir de petits gouvernements avec lesquels on peut facilement faire des affaires?
Bon, en Sud-Soudan, par exemple, ça c'était un agrément entre les Soudanais eux-mêmes. Ce n'était pas nous qui avons insisté sur ça. Mais ici, en RDC, absolument non. Comme je répète, nous ne voulons pas du tout que la RDC est divisée. La RDC, c'est un pays souverain qui a le droit de contrôler l'ensemble de ce territoire. Parlons démocratie et de droits de l'homme. On sait que Amnesty International, c'est chez vous, en Grande-Bretagne, au Manouach, aux États-Unis, un peu chez vous aussi. Vous êtes au Congo depuis un certain temps. Quelle est votre appréciation des droits de l'homme au Congo? La situation des droits de l'homme, c'est extrêmement difficile. Mais on doit dire que le gouvernement a fait des efforts dans la lutte contre l'impunité, contre la corruption, pour assurer qu'on peut respecter les droits de l'homme. Mais on commence dans une position très difficile. Mais pour moi, la volonté du gouvernement de poursuivre ce commandant de ex-CNDP qui sont maintenant avec M23, c'est un signe important d'une détermination de changer cette histoire d'impunité et d'envoyer un message très très clair que le gouvernement congolais va protéger sa population. À New York, il y a quelques noms qui ont circulé à poursuivre par la Cour pénale internationale. On a parlé de Tangada, on a parlé de Kunda, on a parlé de Makenga, on a parlé encore même de Roger Lumbala. Quels sont vos noms à vous? Non, ceux qui sont cherchés par la Cour pénale internationale, nous, comme un pays qui est dans un appui très très important à la Cour pénale internationale, nous encourageons très fortement qu'ils sont pris à justice. Et la conviction de Thomas Lubanga pour le crime qu'il a fait contre la population ici, nous pensons que c'est une part très très importante qui envoie un message aux autres seigneurs de guerre qui seront tenus redevables pour ce qu'ils ont fait à la population. Est-ce que vous exigez toujours que Bosco Tangada soit arrêté maintenant et tout de suite? Oui, absolument. Nous avons encouragé le gouvernement congolais dans cette direction. Et pourquoi vous ne le faites pas pour Laurent Kunda? Nkunda nous continuons à encourager les autorités rwandaises d'envoyer à justice Nkunda. Nous voulons que tous ceux qui sont recherchés par la Cour pénale internationale seront rendus à la justice. Parmi aussi les recommandations qu'on a vues par l'Union européenne, parce que vous êtes membre de l'Union européenne, pendant les élections, vous avez dit qu'il faut élargir la CENI pour bien améliorer le climat, on va dire, de la démocratie et de l'organisation des élections au Congo. Vous êtes toujours dans cette optique ou vous pensez que ça peut être fait plus tard? Non, nous n'avons pas précisément dit qu'on doit élargir la CENI, mais nous avons dit que c'est important que la CENI est réformée. Pendant les élections, il y avait des difficultés, surtout avec la compilation des résultats. Donc, c'est important que les leçons sont apprises et que, les leçons sont apprises et puis sont appliquées. Et maintenant, l'Assemblée nationale est en train d'examiner des propositions pour cette réforme. Il faut le faire vite? Oui. Nous pensons que pour l'objectif, ça doit être de rassurer la population congolaise que le reste du cycle électoral, c'est-à-dire les élections provinciales et locales, et le prochain cycle électoral seront crédibles. Donc, l'objectif, c'est de crédibiliser le processus. Et on doit faire ça, je pense, aussi vite que possible. Après les élections, il y a eu des contestations, même des autoproclamations. Oui. Etienne Tshisekedi s'est autoproclamé président, mais vous traitez avec quel président? Nous traitons le président Kabila comme le président. Moi-même, je suis allé à son inauguration. Qu'est-ce que vous pensez du climat général en RDC en matière de démocratie? Bon, premièrement, le jour des élections, je suis allé dans les rues de Kinshasa, au centre de vote, et j'étais très frappé par l'enthousiasme de la population. Même avec les pluies, même avec des retards d'ouverture, on a vu une population qui est déterminée de s'engager. Et c'est le devoir pour nous, la communauté internationale et les institutions congolaises, de les laisser exprimer leur voix. Mais cette énergie, cette détermination de s'exprimer qui m'a frappé le plus. Et ça, c'est une signe très, très encourageant. Alors, Monsieur l'ambassadeur,